Marna et Charnel, meilleures amies depuis leur plus tendre enfance, étaient entourées de l'amour de leur famille et amis. Elles avaient tout pour être heureuses et un avenir radieux semblait se dessiner devant elles. Mais parfois, les tragédies les plus terribles frappent sans prévenir, là où on s'y attend le moins. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. L'affaire que je vais vous raconter aujourd'hui nous rappelle que les signaux d'alerte, les fameux drapeaux rouges que l'on perçoit parfois chez certaines personnes, doivent être pris très au sérieux. Je ne vous en dis pas plus et je vous propose de découvrir ensemble tous les détails de cette triste affaire. Notre histoire se déroule en Afrique du Sud, dans la province du Nord-Ouest, une vaste région de plaines et de collines caractérisée par un climat semi-aride avec des paysages de brousse et de savane. Cette zone agricole est principalement composée de fermes tenues par des Afrikaners descendants des colons Boers du XVIIe siècle. Bien qu'ils ne représentent qu'une petite partie de la population nationale, ils restent influents localement et préservent un mode de vie basé sur l'agriculture et la religion, malgré la diminution de leur influence depuis la fin de l'apartheid. C'est dans ce cadre, entre la ruralité paisible et les paysages immenses, que grandissent deux jeunes filles, Charnel Hogg et Marna Engelbrecht, nées toutes les deux en 2001. Leur histoire commence bien avant leur naissance car les deux familles sont proches depuis longtemps. En effet, la mère de Marna, Rianne, avait joué de la musique lors de la cérémonie de mariage des parents de Charnel, créant ainsi un premier lien entre les deux foyers. Ce lien s'est renforcé au fil des ans car les deux familles, toutes deux fermiers afrikaners, se retrouvaient régulièrement lors des événements de la communauté, notamment à la messe dominicale qui rassemble la plupart des habitants du secteur. Le destin de Charnel et Marna semblait tracé depuis leur petite enfance. Dès l'âge de 3 ans, elles se retrouvent à la maternelle et deviennent inséparables. Mais leur amitié connaît une grande interruption lorsque les parents de Charnel se séparent durant leur année de primaire. Charnel déménage avec sa famille et les deux filles perdent contact. Cependant, le destin les réunit quelques années plus tard lors de leur 8e année de scolarité, équivalente à la 4e en France, lorsqu'elles intègrent le lycée Stella, un établissement avec internat. À 14 ans, Charnel et Marna renouent leur amitié avec la même complicité qu'autrefois. Charnel, surnommée Lali par ses proches, vit actuellement dans une ferme à Delaréville avec son père Ronnie et sa belle-mère Anna, ainsi que le fils de cette dernière, Eston, qu'elle considère comme son frère. Ses parents, Ronnie et Sonia, ont divorcé lorsqu'elle était très jeune, mais ont réussi à maintenir une bonne entente. Ronnie, agriculteur et éleveur de bétail, est un homme robuste et travailleur, souvent occupé dans ses champs ou avec ses animaux. Néanmoins, il veille toujours à être présent pour sa fille, à qui il tient énormément. Sa mère Sonia vit à Koster, à quelques heures de route de sa fille, où elle travaille dans un complexe touristique. Charnel partageait auparavant son temps entre ces deux mondes, 3 semaines par mois chez son père à la ferme et 1 semaine chez sa mère, ce qui lui permettait de rester proche de ses deux parents malgré leur séparation. Mais depuis qu'elle est au lycée, Charnel dort à l'internat situé à Stella, à 45 minutes de chez elle. Cela a réduit ses visites chez sa mère qu'elle voit désormais beaucoup moins souvent. Marna, de son côté, vit avec sa famille dans une ferme près de Vribourg, une petite localité tranquille de la même province. Elle y vit avec son père, Stephens, un agriculteur spécialisé dans le forage de puits pour les exploitations agricoles, sa mère, Rianette, institutrice de maternelle, et sa sœur aînée, Rianne. Marna entretient une relation particulièrement proche avec son père qui la surnomme Marna Nuis, Marna la petite souris, en raison de sa douceur et de sa nature timide. Stephen et Rianne, un couple uni et respecté dans leur communauté, ont offert à leur fille une enfance simple et heureuse, entourée d'animaux, ce qui a nourri son rêve de devenir vétérinaire. Bien que très différentes, les deux amies se complètent merveilleusement.
Charnel, avec ses longs cheveux blonds et ses yeux bleus, est une jeune fille extravertie, solaire et spontanée. Elle adore la nature et les activités en plein air, particulièrement la randonnée et l'équitation. Passionnée de photographie, elle rêve de poursuivre une carrière dans ce domaine, bien que son père, trouvant sa fille magnifique, ne cesse de lui répéter qu'elle ferait une excellente mannequin. Marna, quant à elle, est plus réservée, elle a des cheveux châtains, longs et raides et de grands yeux clairs. Bien qu'elle paraît timide au premier abord, la jeune fille a du caractère et sait exactement ce qu'elle veut. Elle est d'ailleurs une élève studieuse, toujours parmi les premières de sa classe. Elle excelle en maths et en sciences et sa passion pour les animaux l'amène souvent à passer du temps avec eux, à en prendre soin, notamment avec son cheval bien-aimé Vonk qu'elle adore. Pour sa famille, il ne fait aucun doute que Marna réalisera son rêve de devenir vétérinaire. Si Charnel est impulsive et enjouée, Marna incarne le calme et la réflexion. Lorsqu'elle se retrouve au lycée de Stella, une petite ville paisible de 1000 habitants, elles deviennent rapidement inséparables. Les deux jeunes filles sont très populaires parmi leurs camarades, elles partagent une chambre dans l'internat et passent presque tout leur temps ensemble. Charnel, toujours rayonnante, attire l'attention avec son sourire éclatant et sa personnalité chaleureuse, tandis que Marna se fait remarquer par son intelligence, sa gentillesse et son sérieux dans ses études. Le week-end, elles rentrent souvent dans leurs familles respectives à 30 et 45 minutes de route, mais il n'est pas rare que Marna passe du temps chez Charnel et vice-versa. Ronnie, le père de Charnel, considère d'ailleurs Marna comme une seconde fille. Les deux amies partagent de nombreux centres d'intérêt, elles adorent les animaux, en particulier les chevaux, et sont passionnées par l'équitation, un loisir qu'elles pratiquent depuis des années. Sur les réseaux sociaux, leur joie de vivre est palpable et elles semblent vivre une adolescence heureuse. Mais derrière leur vie paisible, les deux jeunes filles étaient loin d'imaginer que leur amitié serait brutalement brisée de la pire des manières. En mars 2017, alors que Charnel est âgée de 16 ans, elle fait la rencontre de Xander, un ancien élève qu'elle connaissait de vue. Elle est immédiatement séduite par ce jeune homme de 18 ans qui se distingue par son allure sportive, ses cheveux bruns épais et ses yeux verts perçants. Xander est un ancien élève du lycée Stella où Charnel est encore scolarisée. Bien qu'il ait quitté l'établissement après avoir obtenu son diplôme, il reste très attaché à la petite communauté de Stella. Il vit principalement avec son père Monty dans une ferme située à environ 80 km de l'internat. Ses parents, Monty et Mercia, ont divorcé lorsqu'il était très jeune, ce qui l'a profondément affecté. Il partage son temps entre la ferme de son père et celle de sa mère, bien qu'il soit plus proche de son père. Monty, ancien policier, a inculqué à son fils une certaine rigueur et un goût pour l'ordre, tout en lui transmettant sa passion pour le sport, la chasse et la pêche. Mercia, quant à elle, est surprotectrice envers son fils unique. Elle est souvent perçue comme quelqu'un qui l'a trop gâté au fil des ans, renforçant ainsi une certaine dépendance affective chez lui. Cette surprotection s'explique par les circonstances de la naissance de Xander. Il est né prématuré après que sa mère, Mercia, a vécu plusieurs grossesses difficiles. Avant de tomber enceinte de Xander, elle a fait plusieurs fausses couches. Et, pour ne rien arranger, durant la grossesse, elle contracta la rubéole, ce qui fit craindre des complications pour le bébé. Les médecins lui conseillèrent d'interrompre la grossesse, mais elle refusa, incapable de supporter la perte d'un autre enfant après tant de drames. Xander est donc né fragile, souffrant de divers problèmes de santé, mais il a survécu. Ce début de vie difficile a renforcé le lien entre lui et sa mère qui le considère comme un bébé miracle. Malheureusement, avec le temps, elle n'a jamais réussi à sortir de son rôle de mère surprotectrice. Malgré les conditions difficiles de sa naissance, Xander est devenu en grandissant un jeune garçon sportif et en excellente santé, assez discret. Il mène une vie relativement isolée.
Il est passionné de chasse, de pêche et de tir, des activités qu'il partage avec son père, ainsi qu'avec quelques amis depuis son enfance. Ensemble, ils participent régulièrement à des compétitions de chasse et de pêche et passent de longues journées à chasser dans les environs. Le jeune homme est également un grand amateur d'armes à feu et il affiche souvent sa fierté sur les réseaux sociaux en publiant des photos de ses prises de chasse ou de ses armes. Cependant, malgré son apparence calme et mystérieuse, il a un sacré caractère. Titulaire dans l'équipe de rugby du lycée, il n'est pas du genre à se laisser faire ni à se laisser impressionner, ce qui lui a parfois joué des tours avec ses professeurs. Durant ses années de lycée, il était connu pour son tempérament et n'était jamais le dernier à se lancer dans une bagarre, que ce soit lors de matchs de rugby qui dégénéraient ou lors d'altercations avec des jeunes gens de son âge ou même des adultes. Ses parents avaient d'ailleurs été convoqués à plusieurs reprises, mais loin de le réprimander, sa mère, toujours surprotectrice, n'hésitait jamais à prendre sa défense, même lorsque sa culpabilité était évidente. À 18 ans, après avoir terminé son cursus scolaire sans grande motivation pour les études, Xander a choisi de ne pas poursuivre de formation après l'obtention de son diplôme. Il a préféré se consacrer à aider son père à la ferme familiale. Plutôt réservé, sa vie sociale se concentre essentiellement sur ses activités à la ferme, les parties de chasse avec son père et ses amis, et sa participation à des compétitions ou des événements de chasse. Charnel succombe rapidement au charme du jeune homme qui ne reste pas non plus indifférent. Lors d'un événement au lycée auquel les anciens élèves sont conviés, leur attirance mutuelle les rapproche et ils entament une histoire d'amour. Dès les premières semaines de sa relation avec Charnel, Xander montre un engagement total. Il est attentif à ses moindres besoins, prêt à faire tout ce qu'elle désire. Le jeune couple est sur un petit nuage. Très vite, Xander rencontre la famille de sa petite amie, un moment crucial qui pourrait soit rassurer, soit inquiéter les parents de Charnel, surtout avec sa réputation de mauvais caractère. À leur grande surprise, le jeune homme se montre poli, respectueux et semble s'intéresser sincèrement à leur vie à la ferme. Ronnie, le père de la jeune fille, habituellement protecteur et méfiant, est séduit par l'attitude serviable du jeune homme, surtout lorsqu'il propose d'aider aux tâches agricoles. Xander finit par gagner la confiance de Ronnie qui voit en lui un excellent parti pour sa fille. Anna, la belle-mère de Charnel, partage la vie de son époux. Elle le trouve charmant, bien élevé et attentionné. La famille, convaincue que la jeune fille de 16 ans a fait le bon choix, se sent rassurée. Ils le perçoivent comme un partenaire stable et sérieux, capable de prendre soin d'elle. De son côté, Marna, la meilleure amie de Charnel, n'émet aucune réserve quant à leur relation, bien que Xander soit son cousin au second degré, le père du jeune homme étant cousin avec sa mère, ils ne se sont jamais vraiment côtoyés. Pour Marna, tant que son amie est heureuse, tout va bien. Elle connaît un peu la famille de Xander, mais n'a aucune raison de se méfier. Au début, ils passent beaucoup de temps à trois et tout semble se dérouler à merveille. Xander présente également rapidement sa petite amie à sa famille, qui l'accueille chaleureusement. Elle est régulièrement invitée à dîner chez eux, où elle est rapidement considérée comme faisant partie de la famille. Le jeune couple devient vite inséparable et ont l'air d'être profondément amoureux. Pour tout le monde autour de Charnel, Xander semble être le petit ami parfait. Mais ce qui semble au début être une relation saine et équilibrée commence peu à peu à montrer ses failles. Avec le temps, des petits détails ont commencé à apparaître, des choses que Charnel n'avait pas immédiatement relevées ou qu'elle préférait peut-être ignorer au début. Xander, qui au départ semblait simplement attentionné, est devenu progressivement de plus en plus possessif. Il voulait tout savoir de la vie de sa petite amie, chaque détail, chaque conversation. Cela a commencé par des petites choses comme demander son téléphone pour vérifier un message ou demander à qui elle parlait. Au départ, Charnel ne voyait pas cela comme un problème, elle pensait qu'il s'inquiétait pour elle et qu'il voulait juste être impliqué dans sa vie. Mais cela a vite dégénéré.
Le jeune homme de 18 ans souhaite accéder à ses réseaux sociaux, connaître ses mots de passe et il vérifie régulièrement ses messages. Il devient également très attentif à la manière dont la jeune fille interagit avec ses amis. Quand elle sort ou passe du temps avec eux, il la harcèle de questions. Où es-tu? Avec qui? Et si ses réponses ne lui plaisent pas ou ne sont pas assez rapides, il se met en colère. Ce besoin de contrôle, d'abord subtil, s'amplifie au fur et à mesure que la relation progresse. Un moment particulièrement révélateur de ce contrôle est survenu lors de la préparation du bal de fin d'année 2017. Charnel et sa maman, Sonia, étaient allés ensemble choisir une robe pour l'événement, un moment mère-fille joyeux qu'elle partageait. L'adolescente de 16 ans avait repéré une robe qui lui plaisait particulièrement, mais Xander intervient de manière inattendue. « Non, je t'ai pris une robe », lui dit-il fermement, laissant peu de place à la discussion. En plus de cela, il insiste pour qu'elle porte très peu de maquillage car il n'aime pas que les filles soient trop maquillées. Il va même jusqu'à lui imposer la façon dont elle doit coiffer ses cheveux pour la soirée, lui retirant ainsi toute liberté de choix. Bien que cet épisode l'ait mise mal à l'aise, la jeune fille décide d'ignorer son inconfort et accepte de porter la robe que Xander a choisie tout en suivant ses autres directives. Elle raconte à quelques amis son sentiment d'être contrôlée, mais préfère garder l'espoir que son petit ami agit par amour et pour son bien-être. Cependant, cette emprise continue de s'accentuer. Le jeune homme, toujours plus présent et exigeant, veut savoir où elle est en permanence et avec qui. Si elle est en compagnie d'amis qu'il n'apprécie pas, il fait pression pour qu'elle les évite. Marna, qui était initialement heureuse pour son amie, commence à s'inquiéter. Elle remarque qu'elle s'éloigne de leur groupe et passe désormais presque tout son temps avec Xander. Cette distance entre elles inquiète Marna qui devine que son amie d'enfance ne s'éloigne pas de manière volontaire mais plutôt sous l'influence de son petit copain. Elle tente du coup à plusieurs reprises de parler à Charnel, de la prévenir que ce comportement n'est pas sain. « Tu devrais vraiment prendre du recul », lui dit-elle, mais la jeune fille, toujours attachée à son petit ami, continue de penser qu'il a simplement besoin de plus d'assurance. Elle reste convaincue que tout finira par s'arranger. Malheureusement, c'est tout l'inverse. Xander commence à montrer des signes d'agressivité physique. Lors de leur dispute, il devient de plus en plus intimidant, n'hésitant pas à la saisir fermement par le bras pour se faire entendre. Charnel est d'ailleurs vu à plusieurs reprises avec des marques sur les bras après ces altercations. Au début, ces incidents passent inaperçus, mais ils deviennent de plus en plus fréquents, révélant une relation qui prend un tournant très inquiétant. Les proches de Charnel, y compris Marna, commencent à comprendre que cette relation, qui semblait parfaite au départ, se transforme en quelque chose de bien plus toxique. Charnel, de plus en plus épuisé par cette relation toxique, tente à plusieurs reprises d'y mettre fin, mais à chaque fois, cela s'avère être un véritable défi. Au début, le jeune homme se montre désolé lorsqu'elle évoque la rupture, il adopte un ton doux, s'excuse de son comportement, promet de changer et d'améliorer leur relation. L'adolescente, encore attachée à lui à ce moment-là, finit toujours par lui accorder une nouvelle chance, espérant que les choses seront différentes cette fois-ci. Les jours suivants, Xander semble effectivement faire des efforts, il devient moins contrôlant, plus respectueux, mais inévitablement, son naturel revient au galop. Son comportement possessif reprend le dessus, il veut tout savoir, où elle est, avec qui elle parle et ce qu'elle fait de ses journées. Si ses réponses ne lui conviennent pas, il s'irrite, exige des détails ou lui demande d'éviter certaines personnes. Plus la jeune fille s'éloigne, plus ses tentatives de contrôle deviennent oppressantes. En janvier 2018, après 11 mois de cette relation tumultueuse, Charnel, déterminé, décide que la rupture doit être définitive. Xander change alors de stratégie, optant pour la manipulation émotionnelle. Il la menace de se faire du mal s'il la perd, lui envoie des messages affirmant qu'il ne peut pas vivre sans elle, espérant la faire céder par pitié. Il va même jusqu'à évoquer de mettre fin à ses jours si elle ne revient pas vers lui.
Ces menaces plongent la jeune fille qui aura bientôt 17 ans dans un état de stress constant. Mais cette fois-ci, elle est résolue à ne plus céder. Refusant de vivre sous son emprise, elle maintient fermement sa décision. Marna soutient son amie dans cette épreuve, mais elle devient à son tour la cible des agressions verbales du jeune homme. Il l'accuse d'avoir influencé son ex-petite amie et la qualifie d'intermédiaire dans leur rupture. Marna ne se laisse pas faire, elle lui envoie des messages lui demandant d'arrêter ses menaces et de laisser son amie tranquille. L'échange devient houleux. Xander, furieux que sa cousine au second degré s'en mêle, commence à lui envoyer des messages agressifs et insultants. Marna rapporte ces menaces à son père Stephens qui décide d'intervenir. Il contacte Xander pour lui demander de cesser immédiatement ses menaces et insultes envers sa fille et son ami. La confrontation est tendue, Xander, au lieu de se calmer, réagit avec colère. Heureusement, la situation ne dégénère pas physiquement, mais Stephens est clair, il ne tolérera plus aucune menace contre les filles. Malgré cet épisode, une tension palpable persiste entre le jeune homme et l'entourage des deux jeunes filles, accentuant encore l'atmosphère d'insécurité qui entoure cette rupture. Quelques mois après sa séparation, Charnel commence à fréquenter un autre ami de longue date, Brandon Victor, un joueur de rugby qu'elle connaît depuis ses 14 ans. Brandon est en terminale, charismatique, intelligent et athlétique, il est très apprécié par ses camarades. Le jeune garçon a toujours eu un faible pour Charnel, mais par respect pour leur amitié et sa relation avec Xander, il a gardé ses sentiments pour lui. Après la séparation de la jeune fille, la dynamique change. Passant de plus en plus de temps ensemble, Charnel, maintenant âgée de 17 ans, commence à développer des sentiments pour Brandon. Elle se sent en sécurité avec lui, il devient l'une des rares personnes à qui elle peut se confier au sujet de son ex-petite amie qui continue à la harceler et à tenter de s'immiscer dans sa vie. Brandon, patient et protecteur, respecte le temps dont la jeune fille a besoin, leur relation évolue doucement et en mai 2018, soit 4 mois après la rupture entre Charnel et Xander, ils commencent à sortir ensemble. Toutefois, ils préfèrent rester discrets, n'étant pas encore prêts à rendre leur relation publique, d'autant plus que Xander, toujours jaloux, continue à rôder dans la vie de l'adolescente. Le vendredi 25 mai 2018, Charnel et Marna passent la nuit à l'internat du lycée pour une raison bien particulière. Le lendemain, l'équipe de rugby dont fait partie Brandon doit se rendre à Coster, la ville où vit la mère de Charnel. Ce match de rugby est donc une occasion pour la jeune fille de voir sa mère qu'elle n'a pas vue depuis un moment et de passer du temps avec Brandon, son nouveau petit ami. La jeune fille décide donc de ne pas rentrer chez son père pour le week-end et de rester à l'internat cette nuit-là en prévision du départ pour le match. Marna, bien entendu, choisit de rester à ses côtés. Les deux amies, inséparables, passent la nuit à l'internat dans leur chambre. Elle se prépare pour le voyage du lendemain, discutant et profitant paisiblement de cette soirée. Mais personne n'était prêt à l'horreur qui allait se dérouler. Le lendemain matin, à Coster, la mère de Charnel, Sonia, excitée par l'arrivée de sa fille, se réveille à 6 heures du matin. Elle consulte son téléphone, un message de sa fille attire son attention. « Maman, je voulais juste te dire que je t'aime et que je suis désolée. » Ce qui la perturbe immédiatement, c'est la faute d'orthographe sur le mot « désolé », un détail inhabituel venant de sa fille qui avait toujours un bon niveau et prenait soin de bien écrire, surtout que cette erreur n'était pas dans ses habitudes. De plus, le message a été envoyé à 4h17 du matin, une heure étrange pour une telle déclaration. Inquiète, Sonia décide de rappeler sa fille, mais les appels tombent immédiatement sur la messagerie. Espérant que cette dernière soit occupée à se préparer pour prendre le bus, Sonia tente de se rassurer, mais son anxiété grandit. Elle appelle son ex-mari Ronnie pour savoir s'il a des nouvelles de Charnel. Réveillé par cet appel, Ronnie lui dit qu'il avait parlé à leur fille la veille et que tout semblait normal. Tentant de la calmer, il rassure Sonia lui disant que tout va probablement bien avant de raccrocher. Après cela, il consulte son téléphone et y découvre plusieurs messages de la jeune fille.
Le premier, envoyé à 3h42, contient une photo d'elle en soutien-gorge avec la légende « Je t'aime, Brandon ». Troublée par l'erreur et le contenu, Ronnie trouve ce message embarrassant très étrange. Le second message, envoyé à 4h17, dit simplement « Papa, je suis désolée, Marna et moi quittons cet endroit ». Ces mots laissent Ronnie perplexe. Que signifiait quitter cet endroit? L'idée que les filles aient pu être sous l'influence de quelque chose, d'une drogue, lui traverse l'esprit. Inquiet, il appelle immédiatement le directeur de l'école, Richard Hobson. Pendant ce temps, à l'internat, Christelle, la surveillante du dortoir, s'est réveillée peu avant 6h pour s'assurer que les deux amis étaient bien levés et en train de se préparer pour le départ en bus. En sortant de sa chambre, elle remarque une touffe de cheveux sombres sur le sol près des toilettes, mais dans la brume du réveil, elle n'y prête pas vraiment attention. Elle poursuit son chemin, se demandant brièvement si ses cheveux provenaient d'une brosse. En s'approchant de l'escalier qui mène au premier étage, Christelle remarque une corde en nylon verte attachée à la rambarde. Puis, en regardant mieux, elle aperçoit une paire de pieds vêtus de chaussettes blanches flottant à quelques centimètres du sol. En levant les yeux, elle découvre avec horreur le corps sans vie de Charnel pendu. Figée par la terreur, l'intendante reste immobile un instant avant de se précipiter à l'extérieur pour chercher de l'aide. Elle frappe à la porte du dortoir des garçons où les jeunes joueurs de rugby prennent leur petit déjeuner et se préparent pour la journée. Affolée et incapable d'exprimer ce qu'elle vient de voir, elle appelle le responsable du dortoir des garçons. Il se rend sur les lieux et comprend immédiatement qu'il est trop tard pour la jeune fille. Ensemble, ils tentent de garder les garçons à l'écart pour éviter qu'ils ne découvrent la scène avant l'arrivée de la police. Ils pensent d'abord que Charnel a mis fin à ses jours, mais cette idée ne colle pas. Charnel, toujours pleine de vie et bavarde, n'avait jamais montré le moindre signe de détresse. Comment aurait-elle pu cacher une telle souffrance et surtout, qu'est-ce qui l'aurait poussé à un tel acte? La police arrive rapidement sur les lieux. Après avoir découvert le corps de la pauvre adolescente suspendue à la rambarde de l'escalier, les enquêteurs poursuivent leurs investigations à l'intérieur de l'internat à la recherche de Marna. En explorant les lieux, ils découvrent très vite le corps de la jeune fille dans la salle de bain du premier étage. Elle gît sur le sol, une sangle de sac à dos autour de son cou. Cette terrible découverte laisse supposer que l'une des deux jeunes filles aurait pu se trouver face à une situation insoutenable en voyant l'autre dans cet état et aurait agi en conséquence. Cependant, cette théorie est rapidement écartée. Les enquêteurs remarquent des détails qui ne collent pas avec cette hypothèse. Les marques autour du cou des deux jeunes filles sont étrangement similaires et ressemblent davantage à des traces d'étranglement. Ce constat change leur regard sur l'effroyable scène qui se dresse devant eux. Ils sont convaincus qu'il y a eu une intervention extérieure. Pendant ce temps-là, Ronnie essaie toujours de joindre le proviseur Hobson qui ne répond pas. Il lui laisse plusieurs messages. Ce n'est qu'après l'arrivée de la police que le directeur Hobson répond enfin aux alentours de 6h30 pour lui annoncer la terrible nouvelle. Charnel et Marna ont été retrouvées mortes dans l'internat. Ronnie, bouleversé, n'arrive pas à y croire. Après ce terrible échange, il saute dans son véhicule et se précipite vers le lycée. En chemin, il contacte son frère Louis. Lorsque Ronnie, accompagné de son frère Louis, arrive sur les lieux, la scène qui s'offre à lui est insupportable. Charnel est toujours suspendu à la rambarde. Incapable de contenir son chagrin, Ronnie se précipite vers sa fille et s'agrippe à son corps sans vie. Les policiers tentent de l'arrêter, lui expliquant qu'il ne faut pas la décrocher avant l'arrivée des experts, car il s'agit peut-être d'une scène de crime et toucher le corps pourrait compromettre des preuves. Mais Ronnie, emporté par l'émotion, n'écoute plus, il ne peut pas se résoudre à la laisser ainsi. Submergé par la douleur, il continue de la serrer contre lui. Finalement, c'est son frère Louis qui intervient pour l'aider à décrocher le corps de Charnel. Ce moment est bouleversant pour tout le monde, encore sous le choc de cette tragédie incompréhensible. Stephens, le père de Marna, arrive peu de temps après. Dévasté lui aussi par la perte de sa fille, il est rapidement submergé
par une colère immense, incapable d'accepter la scène devant lui. Convaincu que Marna n'aurait jamais pu faire une telle chose, il crie que sa fille a été tuée et que c'est un meurtre. Pour lui, la seule personne capable de vouloir faire du mal aux deux amis est Xander. Sous le choc et bouleversé, Stephens prend immédiatement la route pour se rendre chez celui qu'il croit être le responsable de ses crimes, déterminé à lui demander des comptes. Le proviseur de l'établissement est également très perturbé par la situation. Conscient de ses responsabilités et souhaitant faire toute la lumière sur cette affaire, il contacte Chris Sanders, un détective privé expérimenté avec qui il a déjà collaboré. Chris Sanders arrive sur place peu de temps après et se met rapidement au travail. À son arrivée, le nom de Xander est sur toutes les lèvres. Au cours des premières investigations, Brandon Victor, le petit ami récent de Charnel, est rapidement interrogé. Sa proximité avec la jeune fille et sa présence dans sa vie peu avant le drame éveillent l'intérêt des enquêteurs. Le jeune garçon de 17 ans, bouleversé par la mort de sa petite amie, s'apprête à révéler des détails troublants qui ne laisseront que très peu de doutes sur l'identité du meurtrier. Brandon, encore sous le choc, raconte les détails cruciaux de cette nuit fatidique. L'adolescent de 17 ans, bien qu'interdit de se rendre dans le dortoir des filles, avait tout de même réussi à s'y introduire discrètement ce soir-là. Aux alentours de 23h15, il avait quitté le dortoir des garçons en prenant soin de ne pas se faire repérer, conscient que le règlement strict de l'internat pouvait sévèrement punir ceux qui enfreignaient les règles. Une fois arrivés dans la chambre des deux filles, ils avaient passé un moment ensemble, buvant du café et échangeant des conversations et des rires, mais Brandon avait rapidement perçu une certaine nervosité chez sa petite amie. Malgré l'ambiance légère, elle semblait préoccupée. Le jeune garçon connaissait les tensions persistantes entre elle et Xander et il savait à quel point cela pesait sur son moral. Le tournant de la soirée survint aux alentours d'1h du matin lorsque le téléphone de Charnel se mit à sonner. C'était Xander. Charnel décida de mettre l'appel sur haut-parleur permettant à Marna et Brandon d'écouter la conversation. Au départ, Xander avait un ton calme, presque suppliant, demandant à voir Charnel. Mais lorsqu'elle refusa, prétextant que les portes de l'internat étaient fermées, son ton changea brusquement. Il l'insulta et la menaça, laissant entendre qu'il comptait faire quelque chose qu'elle regretterait. Ces derniers mots résonnèrent comme une menace glaciale. « J'espère que tu seras contente de ce que je vais faire cette nuit. » Visiblement secouée, la jeune fille se tourna vers son petit ami. Ce dernier lui proposa aussitôt de rester avec elle pour la nuit, voulant veiller sur elle, au cas où Xander déciderait de mettre ses menaces à exécution. Charnel refusa, craignant que la surveillante découvre la présence de Brandon et qu'il en subisse les conséquences. Malgré ses efforts pour la rassurer, elle insista pour qu'il retourne dans son propre dortoir. Inquiet mais respectant sa décision, Brandon finit par céder avant de partir vers 2h du matin. Ce fut la dernière fois qu'il les vit en vie. Stephens, le père de Marna, nourrit de forts doutes sur Xander, surtout lorsqu'il se remémore l'altercation qu'ils ont eue. Dévasté et hors de lui, il n'attend pas le témoignage de Brandon pour se rendre chez lui, persuadé qu'il est responsable. Lorsqu'il arrive sur place, la confrontation avec Monty, le père du jeune homme, est explosive. Stephens, fou de rage, les menace avec une arme, exigeant des réponses. Xander, pâle et tremblant, reste silencieux tandis que la tension ne cesse de monter. C'est à ce moment que Chris Sanders, le détective privé mandaté par le proviseur, intervient. Dès qu'il sort de sa voiture, il commence à enregistrer discrètement. Habitué à gérer des situations délicates, Sanders parvient à calmer Stephens et convainc Xander de le suivre au commissariat. Sur le chemin, avec une patience et une habileté remarquables, Sanders interroge Xander. D'abord réticent, ce dernier finit par craquer sous la pression. Il avoue finalement ce qu'il a fait. Envahi par la jalousie, il raconte comment il a d'abord tué Charnel avant de s'en prendre à Marna. Sanders, enregistrant secrètement, s'assure que chaque mot est capté, marquant ainsi un tournant décisif dans l'enquête.
Une fois au commissariat, Xander réitère ses aveux devant les enquêteurs. Il explique en détail comment il a orchestré ces actes horribles, tentant de les déguiser en gestes désespérés. La vérité éclate en quelques heures. Les familles de Charnel et Marna sont dévastées et n'attendent désormais plus qu'une seule chose, que justice soit faite. Le procès de Xander, qui s'est tenu en mars 2019, a révélé l'ampleur de l'obsession de ce jeune homme pour Charnel et la tragédie qui en a découlé. L'un des témoignages les plus glaçants est celui d'Anastasia Fesser, une amie que Xander avait rencontrée lors d'une compétition de pêche. Elle a raconté devant le tribunal que, la veille des meurtres, Xander l'avait appelé furieux et visiblement désemparé. Il ne supportait pas que Charnel ait un nouveau petit ami, elle avait osé le quitter pour avancer dans sa vie. Xander lui avait confié qu'il comptait rendre la vie de Charnel si insupportable qu'elle finirait par craquer et commettre l'irréparable. Le tribunal est stupéfait par le témoignage de la jeune fille. Mais ce n'est pas tout. Xander avait même déclaré qu'après le drame, il prévoyait de se rendre chez Ronnie, le père de Charnel, pour le narguer. Il voulait lui montrer des messages et des photos intimes en le tenant pour responsable de ce qui allait arriver. Anastasia a expliqué qu'à l'époque, elle ne l'avait pas pris au sérieux, elle pensait qu'il avait simplement besoin de se défouler et de se confier, c'est pourquoi elle n'avait pas jugé bon de prévenir quelqu'un. Une décision qu'elle regrette profondément aujourd'hui. Ces paroles ne laissaient que peu de place au doute. Xander avait prémédité ses actions, rongé par un désir de vengeance et un besoin maladif de contrôle. Le témoignage de Brandon Victor, qui entretenait une relation avec Charnel à l'époque, a également été crucial. Appelé à la barre, il a détaillé comment, la veille du drame, dans la nuit du 25 mai 2018, il avait passé quelques heures avec Charnel et Marna dans la chambre des filles, ainsi que l'appel menaçant de Xander. De son côté, la défense s'efforçait tant bien que mal de convaincre que Xander était innocent, qu'il avait été mis sous pression et contraint de faire ses aveux, affirmant qu'il n'avait en réalité rien à voir avec la mort des deux amis. Mais l'intervention du détective privé Chris Saunders, mandaté par le proviseur du lycée, s'avéra décisive. Car souvenez-vous que c'est lors du trajet vers le commissariat que Xander, pour la toute première fois, avoua ses crimes. En quelques minutes, il confia au détective, sans pression apparente, comment il avait d'abord tué Charnel en l'étranglant dans un accès de rage, avant de suspendre son corps pour maquiller sa mort en acte volontaire. Ensuite, il avait tué Marna, témoin de son crime. Saunders, qui enregistrait discrètement l'interrogatoire, avait la preuve irréfutable que le jeune homme n'avait subi aucune pression. Cet enregistrement diffusé lors du procès a balayé les derniers doutes, confirmant sans équivoque sa culpabilité. Xander a été décrit comme un jeune homme émotionnellement fragile et profondément dépendant de Charnel. Protégé à l'extrême par sa mère, il n'avait jamais appris à gérer le rejet et la frustration. Cette dépendance affective s'était transformée en une obsession malsaine pour la jeune fille, alimentée par une profonde insécurité. Son besoin de contrôle était devenu omniprésent et, après la rupture, il n'avait pas supporté l'idée qu'elle puisse continuer sa vie sans lui. Ce mélange explosif d'insécurité, de possessivité et de jalousie l'a conduit à commettre ces horreurs. Le père de Xander, Monty, ancien policier, avait initialement accepté que son fils devait assumer ses actes s'il était reconnu coupable. Cependant, au fil du procès, il changea de position et décida de prendre en charge les frais de défense de son fils. Après sa condamnation, Monty s'en est pris violemment au personnel judiciaire, refusant d'accepter le verdict. Malgré son comportement, aucune plainte ne fut déposée contre lui car chacun comprenait son désarroi. Il arrive parfois de rencontrer des personnes possessives et dépendantes affectives comme Xander. Heureusement, la plupart d'entre elles ne réagissent pas avec la violence qui a marqué ses actions, aussi tragiques qu'incompréhensibles.
Xander, né prématurément, a grandi sous la protection excessive de sa mère qui refusait de voir ses défauts et le considérait toujours innocent, quelles que soient les circonstances. Pourtant, l'amour inconditionnel d'un parent, aussi fort soit-il, ne suffit pas à éduquer un enfant et à lui inculquer les valeurs nécessaires à son équilibre émotionnel et social pour qu'il devienne un adulte sain et épanoui de nos sociétés. Bien que 80 à 90% des crimes passionnels soient commis par des hommes, il faut bien garder à l'esprit que cela ne représente qu'une infime minorité de la population masculine. Un crime est déjà un crime de trop et ces drames sont horribles et alarmants, cependant, il reste le fait d'une extrême minorité d'individus. Si la majorité des hommes réagissaient comme Xander, presque chaque rupture se terminerait en tragédie. Il est donc essentiel, je pense, de ne pas faire l'amalgame. La grande majorité des hommes ne sont pas des auteurs potentiels de crimes passionnels et ces actes ne doivent pas servir à stigmatiser l'ensemble de la gente masculine comme certains peuvent le faire. Les parents ont donc la responsabilité immense de transmettre à leurs enfants et notamment à leurs fils une éducation équilibrée qui leur permette de gérer leurs émotions et frustrations. Aimer un enfant ne suffit pas, il est crucial de lui inculquer le respect, l'autonomie émotionnelle et le rendre responsable pour prévenir de telles tragédies. Le juge a rendu son verdict 2 ans après les meurtres, en août 2020, condamnant Xander à 2 peines de prison à vie pour les meurtres de Charnel et Marna. La sentence fut accueillie avec un mélange de soulagement et de tristesse. Les familles des 2 jeunes filles prirent la parole, exprimant leur immense chagrin face à la perte insurmontable de leurs enfants. Mais malgré la douleur et la peine, elles trouvèrent un certain réconfort dans l'idée que, tout comme elles avaient été inséparables dans la vie, Charnel et Marna reposaient désormais ensemble pour l'éternité. Ainsi, le procès de Xander prit fin, révélant progressivement l'ampleur de son obsession et les conséquences tragiques de son insécurité et de sa dépendance affective. Aujourd'hui, il est derrière les barreaux pour de nombreuses années et mes pensées vont aux familles des 2 amis qui n'auraient jamais imaginé qu'une telle tragédie puisse se produire. Comme les familles, j'espère que Charnel et Marna reposent désormais en paix, ensemble pour l'éternité. Malgré la tristesse de cette affaire, j'espère que vous avez apprécié la façon dont je vous l'ai présentée. Je remercie tous ceux encore présents à la fin de cette vidéo et si c'est votre cas, vous pouvez me le signifier en inscrivant Charnel et Marna dans les commentaires. Si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à partager, liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire criminelle sur la chaîne, mais jusque là surtout, restons prudents!